Merci beaucoup, Nathalie. Alors, bonjour à toutes et à tous. C'est mon tour de vous souhaiter la bienvenue à cette édition 2021 du Rendez-vous. Vous êtes plus de 950 à vous joindre à nous pour cet événement qui demeure toujours une occasion privilégiée, en dépit du format virtuel que la pandémie nous a forcés à adopter, de raffermir nos liens avec les intervenants du secteur financier québécois. Je remercie le ministre des Finances du Québec, M. Éric Girard, de joindre à moi aujourd'hui sur ce plateau et de poursuivre ainsi la tradition longuement établie de notre rendez-vous. Merci également à notre conférencière, Carolyn Wilkins, à mes collègues qui agiront comme modérateurs dans le cadre de la plénière et des ateliers qui auront lieu plus tard cet après-midi, de même qu'aux panélistes qui nous offriront leurs perspectives sur des enjeux qui nous interpellent toutes et tous, dans un contexte marqué par une transformation numérique qui s'accélère et qui se répercute dans tous les secteurs d'activité. Enfin, je tiens à souligner l'importante contribution des membres de notre Conseil consultatif de régie administrative, qui est présidé par M. Robert Panet-Raymond, et les remercier pour leurs conseils avisés et leur engagement profond envers notre organisation. Déjà, avant le début de la pandémie, nous parlions régulièrement de transformation numérique, de connectivité accrue, de capacité de calcul toujours grandissante des ordinateurs et de croissance exponentielle du volume de données créées quotidiennement, tant par l'homme que par les machines. Cette tendance lourde n'a fait que s'accélérer et s'amplifier au cours des 20 derniers mois. Avant mars 2020, je me pointais comme la plupart des gens dans les magasins pour faire mes achats. Une habitude profondément ancrée que j'ai dû changer, et sûrement, comme plusieurs d'entre vous aujourd'hui, les achats en ligne sont devenus pour moi quasi incontournables. On ne sort plus de chez soi sans son téléphone intelligent, que plusieurs contrôlent d'ailleurs au moyen de leur montre. On parle aujourd'hui de voitures et de maisons connectées. La technologie facilite sans aucun doute notre quotidien, mais tous ces objets connectés que l'on utilise produisent chaque jour des masses de données à propos de nos choix, de nos comportements, de nos déplacements. Et garder un contrôle sur toutes ces données que nous générons est loin, très loin d'être évident. Les réseaux sociaux, très prisés par les jeunes générations, d'ailleurs, si vos ados sont comme les miens et qu'ils passent beaucoup trop de temps sur TikTok ou sur Instagram, vous savez très bien de quoi je parle, véhiculent aussi beaucoup de données et d'informations. Certaines de ces informations sont fiables, alors que d'autres le sont beaucoup moins, si elles ne sont pas carrément fausses, trompeuses ou mensongères. Enfin, il est impossible de passer sous silence l'impact de la connectivité sur nos façons de travailler. Alors que le télétravail était au début 2020 une pratique encore largement embryonnaire, la pandémie a amené des entreprises et des individus de partout dans le monde à adopter à vitesse grand V ce mode d'organisation du travail, incluant bien sûr l'autorité et son PDG. Les bénéfices que le numérique nous apporte sont innombrables. Les technologies ont ouvert la voie à un grand nombre d'applications et d'innovations qui font maintenant partie de notre quotidien et qu'on aurait eu du mal à imaginer il y a 5 ou 10 ans seulement. Toutefois, ces technologies entraînent également avec elles de nouveaux risques qui ne se matérialisent pas nécessairement à court terme et qui sont encore mal compris et peu connus. Ce sont des risques qui m'interpellent non seulement comme consommateur, comme père de famille, comme employé, mais également comme PDG de l'autorité, car le numérique transforme aussi l'industrie financière. Cette transformation présente de belles opportunités pour notre secteur, mais aussi la possibilité de répercussions négatives pour la stabilité de nos marchés ou encore pour certains groupes de consommateurs. L'intérêt de l'autorité pour les nouvelles technologies ne date pas d'hier. Dès 2015, nous réunissions au sein d'un nouveau groupe de travail des employés de plusieurs secteurs d'activité de notre organisation, afin notamment de réaliser des projets transversaux visant à approfondir des aspects clés de la transformation numérique, accompagner l'émergence et la croissance des fintechs, et réfléchir à la modernisation de certains pans de notre réglementation. Nous mettons ainsi à profit la nature de régulateurs intégrés de l'autorité, car les innovations technologiques, comme par exemple les cryptoactifs, se manifestent dans tous nos secteurs d'activité, mais pas nécessairement sous la même forme ou de la même façon. La mise en commun de l'expérience et des connaissances de nos employés accélère le développement de notre expertise collective en matière de transformation numérique. En 2017, on y a greffé un volet pratique. Nous avons mis sur pied un laboratoire interne
pour tester nous-mêmes ce qu'on pouvait faire avec la blockchain et les algorithmes d'intelligence artificielle. Nous avons par exemple exploré le fonctionnement de la blockchain Ethereum en créant un jeton, l'AMF Coin, semblable à ceux créés légitimement par certaines jeunes pousses pour lever des capitaux dans le cadre d'un ICO, mais semblable également à ceux créés malicieusement par des fraudeurs actifs sur les réseaux sociaux. Nous avons également mis à profit des algorithmes de traitement du langage naturel pour améliorer l'efficience de notre vigie des communiqués de presse émis par les émetteurs assujettis. En 2020, nous nous sommes adjoints les services de Deloitte afin de brosser un portrait de la maturité technologique des institutions financières que nous encadrons. Ces travaux, qui ont fait l'objet d'un rapport que vous trouverez sur notre site Web, nous ont permis de mieux cerner le stade d'adoption du numérique dans l'industrie financière québécoise et de réfléchir au rôle que l'autorité doit jouer eu égard à cette transformation. Toutes ces initiatives, et bien d'autres encore, ont soutenu le développement du plan stratégique 2021-2025 de l'autorité lancé en avril dernier et dans lequel la transformation numérique du secteur financier constitue un élément fondamental. Dans ce plan, nous nous sommes notamment donné comme objectif d'exercer un fort leadership de réflexion et d'action sur des enjeux actuels et émergents, dont ceux qui émanent de la transformation numérique. Pour nous, ça veut dire notamment d'identifier rapidement ces enjeux, de proposer une réflexion ou des pistes de solutions et de susciter la discussion entre toutes les parties prenantes concernées. Nous nous sommes également fixés comme objectif d'adapter nos méthodes d'encadrement à cette transformation numérique. Les grands principes d'encadrement réglementaire qui régissent le secteur financier depuis de nombreuses années, comme les saines pratiques commerciales, prudentielles ou de gouvernance, demeurent toujours importants et pertinents en 2021. Il faut toutefois savoir les interpréter et les mettre en œuvre dans un contexte d'une industrie financière plus connectée, augmentée par l'analytique avancée et l'intelligence artificielle, et même souvent décentralisée. Permettez-moi d'illustrer ces objectifs par quelques exemples concrets. Le courtage à escompte a connu une croissance absolument phénoménale durant la pandémie. Au Canada, le nombre de comptes est ainsi passé de 7,7 millions au premier trimestre 2020 à 10,6 millions au premier trimestre 2021 et le nombre de transactions est passé de 30 à 81 millions au cours de cette même période. C'est un phénomène qui a évidemment capté notre attention et qui nous a amené à mandater la firme de recherche Somme pour mieux comprendre les motivations des investisseurs autonomes québécois. Le sondage que nous avons commandé l'été dernier a révélé que 53% des investisseurs autonomes contactés ont commencé ou recommencé à investir pendant la pandémie ou encore ont augmenté le nombre de leurs transactions au cours de cette période. Ce changement de comportement est encore plus important chez les 18 à 34 ans. Nous avons également cherché à comprendre pourquoi ces individus choisissent d'investir de façon autonome. Quand on creuse dans leurs réponses, on remarque que les raisons les plus souvent évoquées pour expliquer ce choix sont la convivialité et, tenez-vous bien, l'amusement. Deux raisons qui ressortent bien avant les critères de coût ou d'opportunité de mettre à profit ces compétences. C'est à se demander si nous ne sommes pas en train d'assister à la disparition de la frontière entre le jeu vidéo et l'investissement. Nous avons d'ailleurs noté à cet égard l'émergence sur certaines plateformes de courtage en ligne de mécanismes de marketing reprenant des concepts propres au jeu, comme l'attribution de points ou de récompenses en fonction de l'atteinte de certains paliers. Ces mécanismes permettent ainsi aux opérateurs de la plateforme d'influencer les choix et les comportements de leurs utilisateurs. Dans cette situation, l'investissement n'est peut-être plus aussi autonome qu'il ne le paraît. En raison de cette tendance récente, que l'on appelle la ludification de l'investissement, ou en anglais « gamification of trading », nous déployons des efforts considérables pour sensibiliser les investisseurs aux risques du boursicotage et de la spéculation excessive sur les marchés. On retrouve également ces mécanismes de ludification sur certaines plateformes de négociation de cryptoactifs. Ces plateformes, et de façon plus générale, les marchés de cryptoactifs, continuent de retenir notre attention. Nous travaillons activement avec nos pairs des autorités canadiennes en valeurs mobilières à l'inscription des plateformes de négociation de cryptoactifs
dont les activités déclenchent l'application de la législation en valeurs mobilières ou celles relatives aux instruments dérivés. En parallèle, nous poursuivons les réflexions sur l'encadrement adéquat à mettre en œuvre pour mitiger les risques émanant de certains types de jetons, comme les jetons dits stables ou les stablecoins, et ce, en collaboration notamment avec la Banque du Canada. Nous retrouvons presque chaque jour dans notre revue de presse des articles traitant des cryptoactifs. Le personnel de notre centre d'information continue aussi de recevoir un nombre considérable de questions et de dénonciations à ce sujet. De façon générale, on perçoit que les cryptoactifs s'inscrivent de plus en plus dans un courant dominant et deviennent davantage accessibles aux investisseurs de détail. Mais qu'en est-il réellement ici, au Québec? Pour répondre à cette question, nous avons sollicité le Cyrano pour nous accompagner dans un projet de recherche visant à mieux connaître le niveau d'adoption des cryptoactifs au Québec et de surtout mieux comprendre les motivations derrière cette adoption. Pour y arriver, le Cyrano a accepté d'inclure certaines questions spécifiques sur ce sujet dans le cadre de son enquête 2021 du Baromètre, un sondage annuel qui fait le point sur les préoccupations et les perceptions des Québécois envers de grands enjeux de société. Les résultats ont révélé que plus de 72 % des personnes interrogées disent avoir une connaissance des cryptoactifs, et ce pourcentage est encore plus important chez les répondants ayant entre 18 et 34 ans. Toutefois, seulement 7 % des personnes interrogées, et c'est sans doute une bonne nouvelle, ont déclaré en posséder. Parmi ces personnes, il y a 2 fois plus d'hommes que de femmes, et sans surprise, la majorité d'entre eux ont, justement, entre 18 et 34 ans. Nous savons par ailleurs que les investisseurs, et particulièrement les jeunes investisseurs, se tournent de façon grandissante vers des sources d'informations non traditionnelles, comme les réseaux sociaux, pour guider leurs décisions d'investissement, et ce, malgré la fiabilité peu élevée ou le caractère carrément faux ou trompeur des renseignements qui y circulent. Nous avons donc décidé de faire contrepoids et d'y amener directement nos messages de prudence. L'Autorité a ainsi lancé en octobre des campagnes de sensibilisation vidéo sur TikTok et YouTube à propos de la volatilité des marchés de cryptoactifs et des risques de fraude qui y sont associés. C'était une première pour l'Autorité d'aller ainsi à la rencontre des utilisateurs de ces plateformes et nous sommes très encouragés des résultats que nous avons obtenus. C'est absolument fondamental pour moi, personnellement, comme père de 4 garçons entre 16 et 4 ans, que les jeunes comprennent tôt dans leur vie qu'investir n'est pas un jeu et qu'ils soient le mieux outillés possible pour éviter les pièges frauduleux. Notre façon d'aborder l'éducation financière doit donc, elle aussi, s'adapter et évoluer avec la transformation numérique. Aujourd'hui, n'importe qui peut se présenter en tant qu'expert sur les réseaux sociaux. De nombreuses vedettes, surtout américaines, s'associent à des plateformes de négociation de cryptoactifs et en font activement la promotion. Dans un tel contexte, il est plus important que jamais pour les investisseurs de tout âge d'acquérir des connaissances de base, de développer de bons réflexes de prudence et d'accéder à de l'information fiable pour faire des choix financiers éclairés. Parlant d'adaptation et d'évolution, mais toujours en lien bien sûr avec la transformation de l'industrie financière, nous nous préoccupons des impacts que pourrait avoir l'arrivée des véhicules automatisés et connectés sur le fonctionnement du régime d'assurance automobile au Québec. Les nouvelles technologies qui s'intègrent aujourd'hui aux véhicules remettent en question la notion même de conducteur en raison des logiciels et des algorithmes qui prennent des décisions à la place de l'humain. Elles ouvrent aussi le débat sur la détermination de la responsabilité lors d'un accident, notamment pendant la période de cohabitation des véhicules traditionnels, semi-autonomes et autonomes. Ce n'est pas pour autant une question hypothétique ou pour un futur très lointain. Plus de 28 % des 5 377 000 véhicules assurés sur les routes du Québec en 2020 avaient 4 ans ou moins et disposaient pour un très grand nombre d'entre eux de mécanismes d'assistance à la conduite, comme les régulateurs de vitesse adaptatifs ou l'aide à la trajectoire de conduite ou au stationnement. Au moins 3 projets pilotes d'autobus sans conducteur ont été autorisés au Québec au cours des dernières années, un à Candiac, un au Parc olympique et un autre tout récemment à la Plaza Saint-Hubert. Dans ce vaste dossier, nous voulons agir en amont
et stimuler la réflexion afin de surmonter les obstacles à l'introduction des véhicules autonomes et de continuer à répondre de façon proactive aux besoins des consommateurs. C'est pour cette raison que nous avons publié le 20 octobre dernier un document de réflexion intitulé « Préparer le Québec à l'arrivée des véhicules automatisés et connectés ». Nous souhaitons obtenir des perspectives et des réflexions sur les nombreuses questions que nous soulevons, de même que sur l'évolution qui sera nécessaire dans le domaine de l'assurance pour répondre aux défis et aux enjeux de l'arrivée de ces véhicules sur nos routes. Notre document de réflexion est disponible sur notre site Web et je vous invite à nous faire connaître vos réponses aux questions soulevées d'ici le 21 janvier prochain. Les véhicules autonomes sont un exemple probant des avancées de l'intelligence artificielle, ces systèmes informatiques capables d'accomplir des tâches complexes que l'on croyait réservées à l'intelligence humaine. Le secteur de la finance, en raison notamment de l'importante mathématisation des activités financières, est l'un des plus propices à l'utilisation de l'intelligence artificielle. On retrouve d'ailleurs aujourd'hui plusieurs cas d'utilisation de l'IA dans le secteur financier, entre autres en matière de pointage de crédit, de détection de la fraude et de tarification de l'assurance automobile. Si l'introduction de l'intelligence artificielle crée de nouvelles opportunités à l'avantage mutuel des institutions financières et des consommateurs, elle engendre aussi des enjeux de gouvernance spécifiques et des risques de nature éthique, juridique et réputationnelle. Et comme tous les cas d'utilisation de l'IA ne soulèvent pas nécessairement les mêmes enjeux ou ne représentent pas les mêmes risques pour les marchés ou les consommateurs, il est crucial de pouvoir identifier les cas qui méritent une attention particulière. Pour nous aider à relever ce défi, nous avons sollicité la contribution de Marc-Antoine Dillac, professeur agrégé d'éthique et de philosophie politique à l'Université de Montréal et contributeur central aux travaux ayant mené au lancement en 2018 de la Déclaration de Montréal pour un développement responsable de l'intelligence artificielle. Nous lui avons demandé de recenser les applications de l'intelligence artificielle dans le secteur financier, d'identifier les enjeux et les risques pouvant émaner de ces applications et de proposer des orientations visant à les mitiger. Nous avons tout récemment reçu avec grand intérêt le rapport et les 10 recommandations du professeur Dillac et de son équipe de chercheurs. Ces recommandations, dont 3 sont directement formulées à l'attention de l'autorité, alors que les 7 autres sont dédiées à l'industrie, sont basées sur les principes de la Déclaration de Montréal, mais interprétées dans le contexte et les activités propres au secteur financier. Nous rendons public aujourd'hui même, au moment où je vous parle en fait, ce rapport avec l'intention de susciter le dialogue entre les parties prenantes intéressées sur le déploiement responsable de l'intelligence artificielle dans le secteur financier et l'opportunité d'éventuellement établir certaines normes d'encadrement. Nous croyons fermement que l'utilisation de l'intelligence artificielle en finance n'apportera des bénéfices durables que si elle prend place dans le respect des valeurs des consommateurs québécois et qu'elle renforce leur confiance dans nos marchés et dans les pratiques mises en place au sein de l'industrie. Un engagement de l'industrie financière dans le déploiement responsable de l'intelligence artificielle s'impose selon nous encore davantage dans la continuité de l'adoption récente du projet de loi 64 relatif à la protection des renseignements personnels, les engagements concernant l'équité, la diversité et l'inclusion, et les engagements se rapportant aux facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance. Je vous invite donc à vous intéresser dès aujourd'hui à cet important rapport et à ses recommandations et à démarrer ou poursuivre la réflexion au sein de vos organisations. C'est une réflexion d'ailleurs que nous avons déjà entamée à l'autorité parce que chez nous aussi, le numérique transforme nos activités. Nous travaillons à maximiser l'utilisation de nos données pour mieux appuyer nos décisions et nos actions et accroître encore davantage notre efficacité. C'est là un autre des objectifs importants de notre plan stratégique 2021-2025. Dans ce contexte, nous incorporerons les recommandations sur l'utilisation responsable de l'intelligence artificielle dans un cadre éthique interne qui orientera le développement de nos outils d'analytique avancés et sensibilisera nos professionnels des données à ces enjeux. Le succès de notre virage numérique repose largement sur nos employés. C'est pourquoi nous continuerons de déployer des efforts importants pour faire grandir l'expertise au sein de nos équipes et attirer et garder chez nous
des individus interpellés par l'importante mission de protection du public et les valeurs de l'autorité, mais dont les compétences sont alignées avec les besoins de la transformation numérique. En conclusion, le numérique transforme et influence toutes les facettes de nos vies, celles de citoyens, de parents, de travailleurs, mais aussi celles de consommateurs de produits et services financiers. Il faut évidemment tirer profit des opportunités offertes par les innovations technologiques, mais il faut aussi et surtout demeurer vigilant par rapport aux conséquences négatives, encore peu connues ou mal comprises, qui pourraient se matérialiser sur les marchés ou auprès de certains groupes de consommateurs. Notre plan stratégique 2021-2025 exprime clairement notre volonté, la mienne et celle de tous nos employés, de contribuer activement à des réflexions collectives qui sont fondamentales pour une transformation numérique responsable au sein de l'industrie financière du Québec. Nous poursuivrons nos efforts pour maintenir l'équilibre entre la promotion de l'innovation et la protection des consommateurs, notamment dans les domaines de l'investissement autonome, des cryptoactifs, des véhicules automatisés et connectés et de l'utilisation de l'intelligence artificielle. En exerçant un fort leadership de réflexion et d'action sur les enjeux actuels et émergents, en adaptant nos approches d'encadrement à la transformation numérique et en continuant d'améliorer notre performance organisationnelle, nous nous assurerons de répondre proactivement aux défis de l'heure et de favoriser la confiance des consommateurs envers les intervenants du secteur financier québécois. Alors, je vous remercie de votre attention.